Deuxième épisode de notre série Enjeux du futur, la conquête de l'espace. Mais comment va-t-on gérer les débris, ces déchets spatiaux? Pour en parler, Aurélie Backer, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte évidemment dans le domaine spatial, mais vous étendez votre expertise dans l'intelligence artificielle. Vous êtes directrice France d'AICO, c'est comme ça qu'on prononce? Exactement. Ok. Entreprise européenne spécialisée dans le développement de logiciels qui vise à rendre les missions spatiales autonomes. Et avec vous, Quentin Vespiren, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur aérospatial, titulaire d'un doctorat en politique publique, coordinateur du programme de sécurité spatiale de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Alors peut-être déjà commencer par définir, nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'un débris spatial? Alors, un débris spatial, c'est un objet que l'homme a laissé derrière lui dans l'espace. Donc, ce sont des satellites, des étages de fusées et des débris de fragmentation de ces objets. Donc, ce sont vraiment Donc débris, c'est à partir du moment où on n'utilise pas finalement l'objet qu'on a envoyé dans l'espace. Exactement. Donc, on utilise l'objet pour diverses applications très utiles pour notre vie de tous les jours. Et à la fin de sa vie, si jamais on n'est pas assez sérieux pour le désorbiter de manière propre, il reste dans l'espace et devient un débris et peut se fragmenter. Principalement donc des satellites aujourd'hui? Oui, principalement des satellites et des étages de fusées qui ont été abandonnés. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde ne fait pas ce qu'il faut, ne fait pas le nécessaire pour récupérer ces satellites une fois qu'ils sont mis hors service. Alors oui, pendant très longtemps, on avait l'impression que l'espace était assez grand. Ouais. Et on commence à se rendre compte de plus en plus que ces débris posent un danger croissant à des satellites critiques pour notre vie de tous les jours. Et donc typiquement, sur des satellites de l'Agence spatiale européenne, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on avait rarement des alertes de collision avec des débris. Maintenant, on en a quasiment toutes les semaines. D'où les fragmentations, j'imagine. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Oui. je veux dire, on essaie d'éviter les collisions maintenant, c'est vraiment l'objectif. Parce que rajouter des collisions, rajouter des débris, et ça peut engendrer des problèmes. Et alors, ils ont quelle taille à peu près ces débris? Alors, on a des débris de toute taille. On Ouais. a encore des étages de fusées absolument gigantesques, Ah de oui. plusieurs mètres, des grands satellites. Mais la majeure partie des débris sont des débris de fragmentation, donc qui sont beaucoup plus petits. On est capable à l'heure actuelle, en orbite basse, de détecter des débris d'environ 10 cm. Et on estime qu'il y en a environ entre 40 et 50 000. Par contre, si on descend à une étape en dessous, donc entre 1 et 10 cm, on les estime à environ 1,2 million, sans être capable de les observer ni savoir où ils sont. C'est assez impressionnant. Ces risques de collision, justement, vous dites on essaye de les éviter. Comment est-ce qu'on peut savoir où se trouve un débris? En fait, il y a des structures au sol qui sont spécialisées dans la surveillance de l'espace. Donc, il y a des structures gouvernementales et étatiques. Il y a aussi des entreprises privées, en fait, qui développent des télescopes au sol et qui observent l'espace et qui font un catalogue et qui, du coup, permettent aussi de faire des alertes et de donner aux opérateurs de satellites les risques de collision. Et il y a plus de risques de collision en orbite basse, je pense aux nouvelles constellations. Oui, absolument. Oui. C'est vraiment là qu'est la majeure partie de ces débris de 1 à 10 cm. Et ce sont des débris importants. On peut s'imaginer qu'un centimètre, c'est extrêmement petit. Oui. Mais en fait, ces débris en orbite basse se déplacent à environ 30 à 40 000 km/h. Donc même un débris d'un centimètre, s'il rentre en contact avec un satellite, ça libère à peu près la même énergie qu'une grenade militaire. Donc on a, en orbite basse, environ 1 million de ces grenades qui se déplacent à 40 000 km/h et qu'on ne peut pas détecter. Donc c'est vraiment préoccupant. Il y a des risques de répercussions sur nous, sur Terre? Oui, absolument. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, on utilise les technologies spatiales pour utiliser un terminal de paiement par carte bancaire, pour retirer de l'argent à la banque, pour des transactions financières, pour le transport d'électricité, pour le transport de personnes. Tout cela est dépendant des services spatiaux, en particulier le positionnement ou la navigation, comme Galileo. Donc si ces services, si ces satellites sont endommagés par des débris ou d'autres phénomènes dangereux dans l'espace, on pourrait avoir de gros problèmes et toutes ces infrastructures critiques qui pourraient s'effondrer sur Terre. Alors moi, j'avais noté un chiffre. Alors c'est très difficile justement de savoir à peu près quel est notre niveau de dépendance de ces satellites, mais dans le volet spatial du plan d'investissement France 2030, il a été calculé qu'un Européen utilisait chaque jour une cinquantaine de Oui. satellites Exactement. pour des activités quotidiennes. Oui, mais comme disait Quentin, la météo, même sur des applications plus business, comme l'agriculture de précision,
la sécurité civile, la prévention des incendies. Ce sont tous des sujets où en fait on utilise des satellites d'observation de la Terre qui sont sur les orbites basses. Donc si on les a plus, on Et perd donc ces là, services. demain, on fait face à un risque que l'un de ces satellites soit inutilisable et que ça perturbe notre vie quotidienne finalement. Donc il faut mettre en place des solutions. Oui, Alors c'est ça. j'imagine que vous Absolument. allez m'en parler. On a des solutions. Oui, on a des solutions. Et je dirais même, en fait, le risque, il est encore plus grand que ça, parce il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est un syndrome en fait, où les experts estiment qu'un risque, une collision pourrait entraîner des réactions en chaîne et entraîner le fait que les orbites basses soient complètement inutilisables, en fait. Et c'est ça le risque, et c'est pour ça, en fait, qu'on développe des solutions pour éviter les collisions. Oui. Alors, peut-être avant de parler des solutions, quand même, qui sont les responsables? Vous avez dit certains qui s'en occupent bien, d'autres pas. Où sont les coupables? Alors ils sont partout. En fait, ils sont partout et surtout dans le passé, puisque tous les acteurs ont une responsabilité dans la population actuelle de débris. On a tous cru pendant longtemps que l'espace était assez grand, mais depuis, je dirais, 15-20 ans, il y a eu une vraie prise de conscience et donc une montée en puissance des études sur la population de débris spatiaux, le fait de développer des nouvelles solutions. Et ce sur quoi on s'est vraiment accordé, c'est qu'il y a deux volets d'action. Le premier, c'est de ne plus créer de nouveaux débris avec nos missions futures. D'accord. C'est vraiment le plus important pour stabiliser la C'est un population peu de comme la débris politique actuelle. zéro carbone, là c'est Absolument. zéro déchet. C'est ça. Zéro débris, c'est comme Zéro ça qu'on l'appelle débris. Zéro exactement. débris. Voilà. Et le deuxième volet, c'est pour certains débris particulièrement dangereux, ça peut être des étages de fusée ou des gros satellites qui menacent de se fragmenter en des milliers de débris, essayer, eux, de les retirer de l'orbite de manière active. Donc nous, on travaille vraiment sur ces deux volets, mais je dirais que la priorité numéro 1, c'est déjà d'arrêter de créer des débris. Et aujourd'hui, arrêter de créer des débris, on sait faire. Enfin, on est au On point travaille. sur ces techniques. Donc on travaille à cela. Et en particulier, donc l'Agence spatiale européenne, en partenariat avec de nombreux acteurs industriels et étatiques, a lancé ce qu'on appelle la stratégie zéro débris. Et l'idée, c'est de développer toutes ces briques technologiques qui vont permettre à nos futures missions, au-delà de 2030, de ne plus laisser de débris en orbite. Et pour ça, donc, on a cette stratégie qui est une stratégie interne à l'agence, où c'est des centaines de millions d'euros d'investissement sur ce sujet. Et on a un volet, je dirais, communautaire, où on a travaillé avec énormément d'acteurs, dont AICO, à un document qui s'appelle la Charte zéro débris, qui a été créé par une quarantaine de partenaires et maintenant signé par 180 acteurs du monde entier, dont 20 États, pour s'engager à atteindre ces objectifs zéro débris d'ici 2030. Alors quand vous signez justement cette charte, vous vous engagez de quelle manière, très concrètement? Alors, nous, on est une entreprise privée, donc on développe des technologies et on s'engage parce que les technologies que l'on développe, qui sont basées sur l'intelligence artificielle, peuvent favoriser la gestion des satellites. Donc, nos clients, ce sont les opérateurs de satellites, donc ceux Ouais. qui sont au sol et qui font les manœuvres, entre autres pour éviter les débris. Donc, nous, on met à disposition des technologies qui facilitent cette gestion-là. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est via l'IA, via ces logiciels, on va dire, intelligents ou en tout cas plus autonomes, qu'on peut repérer justement des risques de collision et les éviter, par exemple? Alors, il y a ça. Donc ça, il y a des opérateurs qui sont au sol qui font ça, des entreprises qui sont au sol, comme je le disais tout à l'heure, qui cataloguent les débris. Et nous, on va prendre l'information et à bord du satellite, on va avoir des solutions qui vont prendre les décisions et qui vont assister les opérateurs pour savoir quand est-ce que c'est qu'il faut que le satellite se dévie de sa trajectoire pour éviter le débris. D'accord. Là, on parle d'initiatives européennes. On peut l'étendre aux États-Unis, on peut l'étendre à la Chine, on peut l'étendre jusqu'où, cette stratégie zéro débris? Alors cette approche zéro débris, cette charte zéro débris, Oui. est internationale. Ça n'est pas une charte Tout le monde l'a européenne. signé? Alors, on a 33 pays dans le monde qui ont des organisations qui ont signé la charte. D'accord. On a même des grands opérateurs internationaux tels qu'Amazon, qui est le grand concurrent maintenant de SpaceX sur les Oui. constellations. Donc on a des signataires indiens, de Corée du Sud, du Japon. SpaceX l'a signé, par exemple? Non, SpaceX ne l'a Ouais. pas signé. Ça, effectivement, ça pourrait être important. Cela dit, ils ont participé à l'élaboration de la charte, ils sont engagés sur certains points, mais le fait de le signer... Sur quoi ça bloque alors, pour eux, de leur côté? Je ne suis pas en mesure de D'accord. parler au nom de SpaceX. Il y a une responsabilité quand même juridique sur les débris aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, les débris sont sous la responsabilité de ce qu'on appelle l'état de lancement. Donc, lorsqu'on lance, par exemple, un satellite de Kourou, on le lance depuis la France va être responsable de ce satellite ou de la fusée, et donc va devenir responsable des débris qui seront générés
à partir de ce satellite. Et cette responsabilité, elle est tant juridique que financière, c'est-à-dire que si ce débris va impacter un satellite, par exemple, américain, l'État américain pourra demander compensation à l'État français. Et donc, bien sûr, la France transfère cette responsabilité financière aux opérateurs via des processus Après, il faut être capable licence. de tracer l'origine du débris. C'est pas forcément évident de savoir que ça vient. S'il y a une collision et qu'un satellite n'a pas fait, enfin que l'opérateur n'a pas fait son travail pour éviter le débris et que du coup ça crée une collision, c'est assez facile de savoir. Ok. Alors, si c'est une collision avec un débris, mais par contre, c'est vrai que quand c'est une collision entre deux satellites, un russe et un américain comme en 2009, Oui. bien savoir si les débris sont russes ou américains est extrêmement complexe. Donc vous avez parfaitement raison sur le fait qu'une grande partie des débris déjà ne sont pas observables. Même pour ceux qui sont observables, c'est pas absolument évident de savoir où sont les responsabilités. Et donc, historiquement, cette provision du droit international pour compensation n'a en fait jamais été appliquée. Bon, alors donc il y a un petit chemin à faire encore. Exactement. Il vous semble aujourd'hui que dans l'écosystème spatial français, on est plutôt en pointe sur ces sujets et cette préoccupation? Oui, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Il y a des projets qui se montent, des collaborations qui se montent, dont AICO fait partie, où on essaie de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc des opérateurs qui sont au sol, des gens qui cartographient les débris, jusqu'à des acteurs comme nous qui développent des solutions bord, qui sont à bord du satellite, pour faire l'évitement de collisions. Donc en fait, il y a une structuration de l'écosystème autour de ces sujets-là, parce que tout le monde prend conscience que c'est important et que derrière, il y a vraiment des potentielles conséquences financières très importantes. Et donc, parce qu'on entend que la France est plutôt pionnière voilà, sur ce sujet, vous allez me dire oui, c'est ça? Ah oui, évidemment. c'est très clair. C'est très clair et c'est pionnier, objectif. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop par rapport aux autres? Parce qu'on a toujours un sujet de régulation. On nous dit toujours que l'Europe surrégule et du coup pénalise sa propre industrie. Là, on entend que, par exemple, SpaceX n'a pas signé cette charte. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin, nous, par rapport aux autres? Alors, ce qu'on observe dans le monde entier, c'est vraiment un durcissement de ces réglementations. On voit ça au Japon, c'est des discussions qui ont lieu aux États-Unis et qui ont même été mises en œuvre par la FCC il y a plusieurs années. D'accord. Donc, il y a un vrai mouvement qui va vers une réglementation plus forte. Donc, maintenant, la question qui se pose pour l'industrie, c'est attendre que la réglementation se durcisse pour s'adapter, ou alors essayer d'arriver en amont, de développer des solutions qui permettront, quand la réglementation sera en place, d'être les plus compétitifs. Ouais. Et justement, notre pari en Europe, et en particulier de l'Agence spatiale européenne et ses États membres, c'est de dire que les réglementations vont arriver, on se prépare, et avec de l'argent public à l'Agence spatiale européenne, on essaye d'aider notre écosystème européen à développer ces solutions. Comme ça, à l'horizon 2030, quand l'espace sera très réglementé, l'Europe sera vraiment en pointe sur ces solutions. Et donc, on n'aura même pas à protéger la compétitivité, mais on espère en avoir créé de la richesse via... Vous avez raison, parce que Voilà. ça, c'est un point important, effectivement, parce que souvent, aux États-Unis, en fait, ils se préparent très oui. fort en amont aux régulations, et donc ils arrivent, voilà, ils sont prêts, ils sont bien armés, alors que nous, on attend la dernière minute. En tout cas, c'est aussi le discours que j'entends. Mais sur la partie française également, enfin en collaboration entre les agences spatiales françaises et européennes, mais le CNES a aussi des activités où il finance de la recherche et du développement sur ces activités-là pour préparer les technologies du futur. Ouais. En fait. Donc, Parce qu'en fait, ça peut générer un nouvel écosystème. Donc, c'est tout à fait le cas. Et c'est pour ça que l'écosystème français spatial est aussi dynamique aussi, parce qu'il y a de nombreuses actions et possibilités dans ces sujets-là. Alors, cette charte zéro débris, aujourd'hui, il vous semble que c'est vraiment un acquis sur lequel on peut se reposer. Quelle est la prochaine étape? Alors, un acquis, c'est jamais un acquis, puisque c'est un document qu'on a signé, mais il faut aller ensuite au-delà du document. Ce qui est très bien, c'est que donc, les premières signatures ont eu lieu l'année dernière, et on voit déjà des effets. Il y a énormément d'entreprises qui se sont engagées, il y a des nouveaux investissements qui ont été engagés, ça fonctionne, mais c'est un travail de longue haleine, donc ne nous réjouissons pas trop vite et attendons de voir les résultats. Au-delà de ça, ce qu'on essaye de pousser à l'Agence spatiale européenne, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire dans l'espace. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est les services en orbite, le recyclage en orbite, le manufacturing en orbite.
toutes ces choses qui n'existent pas à l'heure actuelle. Une comparaison avec un autre secteur, dans l'espace à l'heure actuelle, c'est comme acheter une voiture très chère, l'envoyer très loin dans un autre pays en payant un lancement qui coûte une fortune, et ensuite on l'utilise jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de carburant. Mais ce qu'on veut essayer de faire dans l'espace, c'est réparer la voiture, faire le plein de carburant. Ça paraît assez évident dans beaucoup d'autres secteurs, mais dans l'espace, on envoie un satellite qui coûte très cher, on l'utilise quelques années, et ensuite, la meilleure pratique est de le faire brûler dans l'atmosphère. Et donc, on essaie vraiment de changer ce paradigme. Alors, c'est beaucoup plus long terme, on vise plus les années 2040 pour ça, mais ça va être extrêmement important. Et on a déjà des acteurs, en France et à l'international, qui travaillent sur ces services en orbite. En particulier à l'Agence spatiale européenne, on a une mission qui s'appelle RISE, qui va aller faire de l'extension de durée de vie de satellites en orbite géostationnaire, donc des satellites qui pourraient coûter par exemple 500 millions d'euros et être utilisés pendant 10 ans. Mais si on peut les utiliser 5 ans de plus, c'est un gain fondamental. Et vous voyez déjà des entreprises qui sont en pointe sur ces sujets d'économie circulaire Oui, il y en a, satellite, il y en a un certain nombre en France et en Europe qui travaillent sur ces sujets-là. Et il y a beaucoup de technologies qui sont aussi basées sur l'IA pour réussir à faire les approches, comment on va pouvoir s'accrocher aux satellites, comment on va pouvoir... Parce qu'il y a certains moments, en fait, on ne peut pas tout gérer depuis le sol. Les dernières phases d'approche ont besoin d'être d'une certaine façon autonomes. Donc là, il y a des technologies d'IA qui permettent d'analyser l'ensemble des informations et de prendre des décisions. Et la simulation avec les jumeaux numériques, ça fait partie aujourd'hui des outils. Ça permet de faire les tests au sol et de valider l'utilisation des algorithmes avant de les utiliser dans l'espace. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Quentin Vespiren, je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme de sécurité spatiale à l'ESA, et Aurélie Backer, directrice France d'AICO. Merci encore. Merci à vous.